Nice. Bah, du coup, on va commencer par la DeFi. On va commencer par le sujet qui revient assez souvent et ce serait super intéressant d'avoir ton avis. On va parler de l'USDT, qui ont connu quand même pas mal de soucis. Mhm. Aujourd'hui, réellement, on sait que Tether, ils ont des origines douteuses, on va dire. Ils ont des origines des fonds qui ne sont pas forcément justifiées. Donc, c'est la justice américaine qui s'attaque à eux. La question que moi je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il y a un réel risque par rapport à Tether et s'il y en a un, c'est lequel? Et ensuite, si jamais demain Tether tombe, qu'est-ce qui arrive à la DeFi? Ouais, alors, d'accord. Deux superbes questions. Alors, dans le principe même de la DeFi, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. C'est la définition même de la DeFi. Et donc, on est parti d'une finance centralisée, donc une finance des années 80-90, qui a été après boostée par tout ce qui était algorithmic trading et qui a remplacé par la suite, après, qui a remplacé les traders. Donc, il y a eu beaucoup plus de développement à l'intérieur, de beaucoup plus de tech, de beaucoup plus de software, d'engineering. Et en fait, dans cette finance centralisée, la majorité des problèmes que cette finance centralisée, qui a eu par exemple la crise des subprimes de 2009, qui est tombée comme un château de cartes, où il y a eu en fait beaucoup plus d'emprunts bancaires sans avoir de collatéral derrière, ça a posé normalement effondrement de la finance. Et en fait, normalement, le but de la finance centralisée, c'est de savoir en temps réel où se trouvent les fonds, ou si il y a un protocole de lending ou un protocole d'emprunt, de savoir qu'est-ce qui est collatéralisé derrière. Or, une des plus grosses market cap de stablecoin dans l'écosystème, parce que aussi je suis aussi sur le core dev, core dans Curve, protocole qui est en fait focalisé sur le trading de stablecoin. On peut voir en fait que les USDT représentent un énorme pourcentage de l'écosystème, si ce n'est en fait le plus gros pourcentage de l'écosystème des stablecoins. Or là, on n'a aucune information sur qu'est-ce qui en fait collatérise USDT. Normalement, pour un USDT à imprimer, c'est $1. Alors forcément, imaginez-vous que vous avez une machine à billets, un peu comme la Fed, et que en temps réel, vous pouvez imprimer autant de dollars que vous voulez, sans pouvoir prouver derrière que les dollars sont collatéralisés dans la banque, dans un coffre-fort. En fait, un stablecoin qui n'est pas algorithmique, un stablecoin qui est custodial, qu'on appelle ça custody, c'est un stablecoin où pour 1 euro que je mets dans le coffre-fort, j'imprime 1 euro digitalisé, là en l'occurrence l'USDT. En fait, il faut savoir en fait que l'incentive ou quand vous arrivez à une puissance d'impression telle que l'USDT, vous pouvez imprimer énormément de USDT, vous pouvez imprimer énormément de dollars et ensuite les mettre dans des protocoles de lending. Et donc en fait, avoir un intérêt, un APY par derrière. Et donc la question qui se pose, pourquoi la compagnie USDT n'a jamais voulu avoir en temps réel un système d'audit qui peuvent être très bien faits par des systèmes européens ou des systèmes américains s'ils le veulent, par exemple Accenture ou des choses comme ça, qui sont en fait des boîtes d'audit qui peuvent en fait directement, ou en fait vous pouvez avoir, après en Europe on est plutôt bien servi avec ce qu'on appelle le open banking, qui permet en fait à ces grosses institutions, ces gros mastodons, de pouvoir en temps réel aller fournir des informations de les collectivisations qu'ils ont le protocole. Là, ils n'ont jamais fait. Peut-être en fait que derrière il se passe des choses, peut-être qu'en fait ça n'a pas été collatéralisé au tout début, un peu les choses qui s'étaient passées sur Bitfinex, choses comme ça à l'époque. Et en fait la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est peut-être que de leur côté ils savent qu'ils vont arriver à un pairing, c'est-à-dire en fait pas un système qui est over collatérisé, par exemple comme des systèmes de lending dans un DeFi comme AV, choses comme ça qui sont over collatérisés, c'est-à-dire en fait que vous mettez beaucoup plus de collatéral à l'intérieur pour ensuite après imprimer du dollar ou imprimer un autre asset par la suite. Là en l'occurrence, je pense que c'est under collatérisé. Et là ils essayent au maximum de pouvoir revenir sur leur pied. Comment ils font ça? C'est en participant, en imprimant énormément de dollars. Ils participent aux APY sur l'écosystème. Ils se font payer derrière parce que forcément, quand vous imprimez de l'argent, que vous passez à des gens à taux zéro ou à taux négatif, c'est en fait vous payez les gens pour leurs emprunts et vous remboursent par la suite. Je pense que c'est plutôt dans cette optique-là qu'ils essaient de faire, gagner du temps pour ensuite après parler aux régulations. Et donc, la deuxième question que tu as posée, qu'est-ce qui se passerait si USDT s'effondrait? Je pense que ça serait dramatique pour la DeFi, c'est sûr. Parce que la DeFi, dans la tête des gens, beaucoup de personnes ont emprunté du USDT. Donc si USDT devait s'effondrer, quand on parle de taux d'intérêt qui sont entre, je sais pas, par exemple, vous allez sur StakeDAO, vous pouvez voir les plus gros intérêts dans l'écosystème de la DeFi, on est sur je pense, au-dessus de 20%. Mais si USDT perdait son PEG par rapport au dollar, donc en fait, on perdrait, normalement, c'est un USDT égale un dollar, c'est-à-dire qu'en fait, pour un USDT que vous renvoyez vers la banque, vous pouvez récupérer $1 papier. Là, si on perdait, vous pourrez potentiellement perdre 50, 80, 90% de sa valeur. Et donc, forcément, même les PY que vous avez fait à l'année ne rembourseraient pas la chute ou la perte du PEG par rapport aux USDT. Et donc, oui, ça serait catastrophique. Faut pas se le cacher. Et donc, nous, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire, par exemple, sur Curve, de faire des pools qui ne soient pas forcément que collatéralisés en USDT, mais ça ferait un énorme raz-de-marée sur la DeFi parce qu'en fait, Curve, qui est un auto-market maker ou des systèmes de lending comme Compound, AV,
DAI, en fait, ils auraient un système qui est collateralisé en USDT, mais qui vaudrait plus rien. Donc forcément, ça serait un château de cartes en fait. Ça serait un peu Voilà, le cheval de Troie, un peu le cheval de Troie de la DeFi, forcément. ouais, et d'où l'intérêt d'ailleurs même, on parle de la diversification de son portefeuille crypto, mais diversification de son portefeuille de stablecoin aussi. Sachant que bah, il y a Mais forcément oui, l'USDC, le DAI, mais on a aussi l'UST sur la blockchain Terra. On a des stablecoins euros qui ont été émis par CoinHouse. Donc, enfin, encore une fois, il faut optimiser, se protéger au maximum par rapport au cycle. exactement, c'est pour ça les systèmes comme Tripool sur Curve ou les systèmes en fait de pool, où vous avez beaucoup d'assets à l'intérieur. Il faut espérer en fait que le protocole Auto Market Maker fonctionnerait et en fait les gens viendraient injecter soit du SDT ou l'imprimer pratiquement à taux zéro, ou seraient payés à l'imprimer pour essayer de faire monter la quantité. Mais c'est vrai que ça ferait quand même un raz-de-marée et je pense que même les stablecoins algorithmiques, ça serait plus qu'un black swan en fait, ça serait vraiment un effondrement de la DeFi Hmm. avec une sorte de cheval de Troie à l'intérieur.